Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole consacré à la politique de demain et notamment à Monsieur Douchina qui est avec nous, le président Douchina. Avec lui on va essayer d'évoquer ces élections législatives et l'avenir avec une question. Et maintenant, Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de parler et maintenant, c'est-à-dire de l'avenir, deux mots sur le passé, ces élections. Ça s'est pas forcément passé, ça on l'a tous constaté, comme vous l'aviez espéré ou imaginé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, écoutez, quand on va aux élections, il y a deux possibilités. On est élu ou on ne l'est pas. Ouais. Donc, je n'ai pas été élu, soit je n'ai pas été suffisamment convaincant, ou bien je n'avais pas une équipe assez bien étoffée. Je crois que c'est beaucoup plus ça. Les appareils ont beaucoup fonctionné. Et voilà, je ne vais pas... Est-ce qu'aujourd'hui vous en voulez à quelqu'un ? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été trahi à un moment donné ou à un autre ? Sur des accords qui auraient été passés ? Non, je ne peux en vouloir à personne. Je ne peux en vouloir à personne. Très franchement, j'ai essayé de voir plein de gens qui m'ont dit qu'ils allaient me soutenir, qui ne l'ont pas fait. Mais c'est l'habitude en politique. On peut vous dire que ça va aller, on vous soutient, et puis, au dernier moment, la personne a eu des promesses ou bien finalement elle a changé d'avis. Et moi, dans cette affaire, je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. Peut-être que je n'ai pas été suffisamment, encore une fois, convaincant. Ouais. Et je ne m'étais pas suffisamment préparé peut-être. Mais en tout cas, vous étiez quand même beaucoup sur le terrain. J'étais beaucoup sur le terrain. Dans un premier temps, ça marchait très bien. J'avais même pris beaucoup d'avance. Oui. Et puis, à un moment donné... Qu'est-ce qu'il y a eu À un moment donné, il y a eu un truc, parce que vous étiez même favori pour ces élections. Vous avez réussi à rassembler autour de vous différents courants politiques, il faut le dire. Effectivement. Vous savez, il y a toujours des choses qui vous échappent. Ouais. Et sauf si vous êtes un peu malhonnête, vous allez accuser les uns et les autres de ne... Et ce n'est pas une obligation. On peut à un moment donné croire en vous, mettre beaucoup d'espoir en votre personne et votre personnalité, et puis il y a les choses qui changent. Donc dans ces élections, il y a eu l'élection de Macron entre-temps, qui a pu aussi bouleverser la façon de voir des gens ici. Donc où se trouve le nœud du problème, je ne cherche pas à le savoir. Je n'ai pas été élu. Bon perdant ? J'accepte. Bon perdant ? Oui, ouais. Je suis un bon perdant. Ça, je ne cherche pas du tout à mettre en cause des bureaux de vote, tout ça, non. C'est passé, c'est du passé pour moi. Il faut voir l'avenir. Vous êtes dur avec vous-même parce que si on regarde bien, Ibrahim Bouaneri, Ibrahim Aboubacar et vous-même, vous êtes dans un mouchoir de poche. Ça s'est joué à très très peu de choses pour aller au second tour. Oui, effectivement. Mais encore une fois, c'est du passé. Donc je ne cherche pas du tout maintenant, sauf à vouloir me faire du mal, à aller chercher qui a pu me mentir à un moment donné. Je crois que la différence, en tout cas, au premier tour, ne vaut pas la peine d'être revue vraiment avec un microscope de mon côté. Donc, Mais moi, j'ai une question qui me taraude depuis un petit bout de temps. Alors qu'on est si impliqué dans la vie politique à Mayotte, pourquoi il y a eu une telle abstention pour le premier tour, 56%, et notamment dans le sud ? Je ne crois pas que ça soit quelque chose de nouveau. Ça s'annonçait depuis un certain temps et je crois que ça rejoint un peu la tendance nationale. Les gens se désintéressent de plus en plus de la politique et surtout quand on va voter pour quelqu'un dont on ne connaît pas forcément le rôle. Les gens ne sont pas intéressés. Je ne crois pas qu'aux élections municipales d'ici 2021, 2020, il y aura autant d'abstention parce que ça met en scène des acteurs qui sont tellement impliqués dans la vie, des personnes qui vont travailler en proximité avec la population, des gens qui sont dans des familles, donc c'est toute une équipe et je pense qu'il y aura beaucoup de mobilisation. Aux élections cantonales, là aussi, il y aura moins de mobilisation qu'aux municipales, mais il y aura plus de mobilisation qu'aux élections législatives
et présidentielle. Donc, plus le rôle est moins cerné, moins il est cerné, moins vous avez de la population qui va voter pour l'élection en question. Donc, je crois que c'est une tendance générale qui s'universalise un peu. Hein. Il n'y a pas qu'à Mayotte, il n'y a pas qu'à Métropole. Un peu partout maintenant. Ouais. Vous avez le désintérêt, le désamour de la population par rapport aux élections. Bon, faut-il le rappeler, le président a été élu avec 24% des voix. Hein. Ben voilà, c'est un exemple. Pourtant, c'est quelqu'un qui donne l'impression d'avoir été approuvé vraiment massivement. Alors que quand on regarde, c'est très peu de gens qui l'ont élu. Ouais. Alors justement, est-ce que la politique, que ce soit en métropole ou à Mayotte, doit changer justement par rapport à tout ce que vous venez de dire? Les gens s'intéressent de moins en moins à la politique. Peut-être qu'il faut tout revoir. Est-ce qu'il ne faut pas tout jeter sur la table, retrier et recommencer? Je pense que même si on remet tout sur la table, ça ne va pas beaucoup changer. Parce que je crois qu'à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui avaient beaucoup d'espoir, qui avaient beaucoup d'attentes pour améliorer la vie d'une manière générale du pays. Et avec le développement où les gens, à mon avis, ont presque tout ce dont ils ont besoin chez eux, on a tout. En étant chez soi. À l'époque, par exemple, pour prendre l'exemple du téléphone, il fallait être en ville pour bénéficier du téléphone. Et puis, il fallait avoir le téléphone fixe. Et maintenant, vous êtes chez vous, partout où vous êtes l'égal du citadin. Vous avez le téléphone, vous avez l'eau courante, vous avez l'électricité et tous les conforts. Donc, maintenant, il y a moins, à mon avis, moins d'intérêt parce que vous attendez peu. Hein? Maintenant aussi, tous les gens, ils ont, même dans des petits villages, tout le monde est véhiculé. Je suis vraiment étonné dans mon village quand je vois le nombre de voitures qui sont garées devant les maisons maintenant, alors qu'avant, il fallait attendre le taxi-brouche. Donc, je crois que ce confort fait que les gens ne sentent plus le besoin d'aller chercher une messie, un avocat, quelqu'un qui va lutter pour apporter du bien dans le village. Ce n'est quelque part, hein, j'ai cette impression que on est maintenant plus ou moins satisfait et puis on ne croit plus à celui qui va pouvoir vraiment décrocher la lune pour l'apporter au village, puisqu'on a un peu de tout. Quand vous regardez. Donc, ça peut être une explication. Et vous allez en France, c'est la même chose. La démobilisation vient de ce confort relatif généralisé. Donc, maintenant, on reste chez soi, on critique les élus, c'est facile. Oui, quand j'entends beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais il faut multiplier les routes parce que la circulation est devenue impossible. » Alors que ce n'est pas du tout parce que les élus n'ont pas envie, mais il n'y a pas le moyen. Et cet argent-là, la plupart, le gros, vient d'ailleurs de la métropole, qui est le gouvernement lui-même. L'État est en faillite avec de grosses dettes et qui ne peut plus vraiment subvenir aux besoins des collectivités éloignées. Emmanuel Macron l'a dit hier dans son discours à Versailles. Hein. Ouais. Il y a ça. Là-dessus, hein. Ouais. Voilà, donc les gens sont déçus, ils n'attendent plus grand-chose et pour eux, quel que soit celui qui est élu, au bout des fois, on ne va même pas parce qu'on espère qu'il pourra faire mieux que celui qui a été, mais on va parce qu'il y a une petite affinité, mais je ne crois pas que les électeurs attendent grand-chose. Là, par exemple, dans le contexte actuel que nous avons, avec le président qui est ni de gauche ni de droite, avec ce méli-mélo de, comment dire... Le président de la République. Oui, hein, le président de la République. Parce que lui, on sait où il est. Hein. Non, on ne parle pas de lui. Non, mais je vais dire que on ne sait pas trop. Ouais. Et même les gens qui sont dans la majorité présidentielle ne me semblent pas donner l'impression de savoir où ils veulent aller pour l'instant. Président, l'avenir, c'est quoi? C'était la question du jour. Et maintenant, président Douchina, quel est l'avenir politique pour le président Douchina? C'est quoi? Est-ce qu'il y a encore des objectifs politiques? Non, moi je suis déjà à la retraite au niveau professionnel. Je pense qu'il faut maintenant petit à petit s'éloigner
de la vie politique, du combat politique, je vais rester, à mon avis, pour donner mon avis de temps en temps, m'exprimer sur des sujets d'ordre institutionnel, parce que, bon, au Conseil général, j'y suis jusqu'en 2021, ben je participerai, je prendrai ma part, mais je ne nourris plus vraiment d'ambition personnelle pour un mandat. Parce qu'il y a les élections, les prochaines, c'est les sénatoriales. Les sénatoriales, je l'avais dit ici, c'était les élections qui m'intéressaient beaucoup plus que les législatives. Mais le contexte fait que c'est très mécanique, très mathématique. Et quand je regarde, c'est quasiment impossible. Donc je ne veux pas me lancer pour me casser la figure. Et je vais... Donc c'est quoi? C'est ce que vous annoncez là aujourd'hui. C'est une retraite politique sur les mandats, pas sur la vie politique. Voilà. Mais aujourd'hui, vous prenez votre retraite sur les mandats politiques? Oui, voilà. Je vais contribuer à pousser des jeunes parce que j'ai été aidé par beaucoup de jeunes. Il me semble loisible et vraiment utile de travailler avec des jeunes, les pousser, les orienter, leur donner un coup de main sur la réflexion sur l'avenir de mon canton, de ma commune et puis même du territoire. Donc je vais beaucoup plus me mettre au service de la jeunesse, de ceux qui m'ont accompagné, de ceux qui m'ont aidé, pour les propulser aussi, pour qu'ils puissent connaître le plaisir d'un mandat et le plaisir et les peines, les critiques. Donc voilà, c'est beaucoup plus Quel ça mandat, dans cette... président, de votre carrière politique, quel mandat vous a le plus marqué? Naturellement, vous savez, j'ai été conseiller municipal, j'ai commencé en étant conseiller municipal, j'ai été conseiller général et puis président du conseil général. Je ne crois pas qu'on puisse nier que celui du conseil départemental, du conseil général, mais le plus marqué en tant que président. Parce que là, c'est en tant qu'exécutif, vous avez l'initiative de beaucoup de choses, vous entrez en contact avec beaucoup d'instances, et donc ça, forcément, ça vous marque plus que d'être conseiller général ou départemental de l'opposition. Samuel, une réaction? Le député Mansour Kamardine, quand il a été élu, a expliqué qu'il voulait créer l'amicale de Mayotte, rassembler des anciens ministres, des élus, des anciens élus, pour assurer un lobbying et la défense de Mayotte. Est-ce que vous seriez intéressé pour intégrer cette amicale, vous qui avez l'expérience et la force de Mayotte? Vous savez, j'ai toujours été capable de travailler avec tout le monde. Et l'intérêt de Mayotte a toujours été quelque chose... Y compris avec Kamardine? Oui, y compris avec. Moi, je vous dis d'ailleurs, pour vous mettre bien à l'aise, quand j'étais président, on a mis en place le comité de réflexion pour la départementalisation. Il était invité, il n'est pas venu. Il a... Bon, donc... quand j'ai conduit la délégation après la résolution du 18 avril 2008, et donc pour aller présenter cette résolution au Premier ministre, à l'Assemblée nationale et au Sénat, il était invité. Je lui avais fait un courrier pour l'inviter avec tous les anciens élus. À l'époque, il en était un. Il n'est pas venu. Mais moi, personnellement, je peux très bien, quand il s'agit de l'intérêt de Mayotte, je suis partant. Et à chaque fois que je peux donner mon petit mot, ma petite réflexion, cette contribution, je suis prêt à la donner à chaque fois qu'on me permettra de pouvoir l'exprimer. Eh bien, on a besoin de votre contribution et de votre petite réflexion, notamment sur ce qui se passe au niveau du port et la décision qui a été prise par le conseil départemental de sanctionner Idanel et cette DSP. Vous, en tant qu'ancien président du conseil départemental, président du conseil général, pardon, quelle est votre vision sur ça? Est-ce qu'il fallait aller jusque-là? Je l'avais dit ici encore une fois, je n'avais pas à l'époque assez d'éléments pour me permettre de prendre une position. Et j'avais dit que s'il y avait suffisamment d'éléments qui pouvaient justifier le retrait du conseil général, j'étais pour. Mais à l'époque, quand je m'étais exprimé sur vos antennes, je ne m'étais pas empressé de donner cette position. Je crois qu'effectivement, par rapport à la situation qui est au port, il fallait arrêter parce que c'était devenu invivable. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre Madame Nel, mais l'institution me semblait bloquée et en tout cas au niveau de la population, il y avait une grosse incompréhension. Et on avait toujours cette impression, ce sentiment qu'il y avait un dialogue de sourds, qu'on ne pouvait pas s'entendre. Il fallait, à mon avis,
profiter des éléments qui étaient donnés pour, je crois que c'était courageux. Donc vous êtes d'accord avec la décision de Souabadine? Oui, c'était courageux et vraiment, j'ai dit que c'était vraiment une bonne chose. Allez, c'est Samuel qui va conclure. Oui, quand vous avez lancé la DSP, il y avait eu un appel à candidature qui avait été fait et vous avez arrêté la procédure, vous avez pris cette décision courageuse parce qu'il n'y avait que 2 candidats et vous estimiez que ce n'était pas assez. Daniel Zaidani n'avait que 2 candidats quand il l'a relancé et pourtant il est allé jusqu'au bout du processus. Pour vous, c'était une erreur ? Ça l'était pour moi, mais encore une fois, bon, c'est ça lui, comment je dirais ça, il avait estimé, et moi je suis de ceux qui, vraiment, quand je ne suis pas à la place de celui qui décide, je donne la responsabilité, je laisse la responsabilité de la personne de prendre les décisions. À lui, ensuite de voir avec l'histoire s'il avait raison ou pas. L'histoire lui a démontré qu'il n'avait pas raison. Et effectivement, on ne pouvait pas donner l'impression à la population qu'on n'était pas capable de prendre une décision. Mais effectivement, 2 candidats me semblaient vraiment trop peu. Et là, je crois qu'on aurait pu différer la décision pour relancer. À l'époque, on n'était pas vraiment au courant de l'existence du statut des ports maritimes. Moi, à l'époque, je n'avais pas cette information-là. Certainement, si je l'avais, j'aurais opté pour le statut des ports maritimes. Et au moment où Zaidani a pris ça, je le comprends aussi, qu'il ne voulait pas donner le sentiment à la population d'une indécision fâcheuse. Mais là encore, une fois, l'histoire le démontre que c'était un tort de vouloir choisir entre 2 postulants pour un projet aussi important. En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui de si loin, parce que maintenant vous êtes dans le sud. Il faut arriver le matin avec les embouteillages. Je vous dis, j'ai quitté là-bas à 5h23. Voilà, donc il faudrait faire un autre mandat pour pouvoir construire des grandes routes. Voilà, président. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.